Nous avons des nouvelles excitantes du côté des traitements contre la COVID-19 sous la forme d'une nouvelle molécule qui devrait être autorisée bientôt et qui s'appelle le molnupiravir. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement de ce molnupiravir? Alors la demande d'autorisation de mise sur le marché, donc de commercialisation, a été déposée aux autorités américaines, donc la FDA qui est la Food and Drug Administration, donc qui sont donc les personnes qui s'occupent d'évaluer les bénéfices conférés par les produits médicaux tels que médicaments et vaccins aux États-Unis. Et évidemment, la FDA a beaucoup d'influence sur les décisions qui sont prises ensuite dans d'autres pays. Alors la réponse des spécialistes de la FDA devrait venir d'ici quelques semaines. Si la réponse est, comme on le soupçonne, positive, donc l'autorisation est donnée, alors ce serait alors le deuxième médicament antiviral qui serait autorisé après le remdesivir. Mais comme on le sait tous, comme j'en ai déjà parlé dans cette série de vidéos, le remdesivir n'est pas très efficace. Il n'a jamais d'ailleurs été recommandé par l'OMS, même s'il est autorisé dans plusieurs pays, dont les États-Unis et le Canada. Et le remdesivir est en réalité de plus en plus délaissé au niveau des traitements. Le traitement qui est en fait le plus utilisé présentement pour soigner les patients souffrant de complications sérieuses de la COVID-19, c'est la dexaméthasone, mais ce dexaméthasone, c'est pas un traitement antiviral, donc il ne cible pas le virus en réalité, c'est un traitement immunosuppressif qui vise à réduire l'inflammation. Alors cette inflammation, c'est ce qui est à la source des complications les plus sérieuses menant au décès. Alors on a donc un médicament qui est efficace mais qui traite les effets de l'infection et non pas la source de l'infection. Ce serait surtout le molnupiravir, ce serait donc le premier médicament administré oralement. Et ça, évidemment, ça a des gros avantages. Les personnes atteintes de COVID-19 peuvent tout simplement aller à leur pharmacie habituelle pour obtenir ce médicament et le prendre chez eux sans intervention de personnel médical qu'on a toujours lorsqu'il faut faire des injections. Alors ça augmente vraiment la facilité d'utilisation et ça réduit les coûts évidemment pour les systèmes de santé. Donc on a des résultats d'essais cliniques. En fait, on ne les a pas exactement, la FDA les a, et tout ce qu'on a eu, c'est un résumé de ces résultats dont je vais parler juste après. Et en gros, ce médicament semble diminuer de moitié les risques d'hospitalisation et de décès lorsqu'il est donné à des personnes qui sont positives pour COVID-19, qui montrent des symptômes mais qui ne sont pas encore hospitalisées. Le coût par patient aux États-Unis est estimé à 700 $, donc pour le traitement. Et donc c'est ce que le gouvernement américain a déjà accepté de payer à la compagnie Merck qui va mettre ce médicament sur le marché. Alors 700 $, ça paraît beaucoup, mais en réalité c'est moins que bien d'autres médicaments. C'est d'ailleurs moins que par exemple que les traitements basés sur des anticorps monoclonaux contre COVID-19 qui ne sont pas encore d'ailleurs sur le marché, mais ces traitements-là, eux, sont estimés plutôt à 2000 $ par patient. De plus, comme c'est souvent le cas, le traitement va être bien plus cher aux États-Unis qu'il ne le sera dans bien d'autres pays. La compagnie va adapter le coût du traitement aux réalités de chaque pays. Et puis évidemment, ça va dépendre des négociations que la compagnie va faire avec les autorités de chaque pays.
Et de plus, Merck a également pris des accords avec des fabricants de molécules génériques en Inde. Donc ils vont pouvoir produire exactement la même molécule qui portera un nom différent et qui sera vendue beaucoup moins cher, notamment dans les pays en développement où la plupart des gens n'ont pas les moyens de payer 700 $ pour un traitement. De plus, notez que d'autres médicaments de la même famille, qui sont donc des analogues de ribonucléosides, sont dans les phases finales de développement chez d'autres compagnies, notamment Pfizer ou Roche. Donc on va voir arriver différentes options de traitement dans les mois qui viennent. Alors, qu'est-ce que l'on sait des essais cliniques? On sait vraiment juste l'essentiel des résultats. On a eu des résumés qui ont été communiqués par la compagnie. Malheureusement, les essais cliniques n'ont pas encore été publiés. On sait cependant que la dernière étude, qui est vraiment l'étude qui est au cœur, à la base plutôt de la demande d'autorisation, a inclus 775 patients non hospitalisés, comme je le disais. À l'origine, on prévoyait davantage de patients, on prévoyait 1550 patients. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme c'est de plus en plus souvent le cas, les essais cliniques ont été interrompus en cours de route dès que les résultats positifs ont été tout à fait clairs du point de vue statistique. Okay? Dès que le bénéfice est clair, vous comprenez que ça devient éthiquement inacceptable de maintenir la moitié des personnes de l'étude sous un traitement placebo. Okay? Alors ce qu'on fait dans ce cas-ci, eh bien, c'est que toutes les personnes qui sont sous placebo sont transférées dans l'autre groupe, c'est-à-dire que maintenant ils sont eux aussi traités avec la molécule qui est à l'essai. Alors, donc dans le fond, c'est une bonne nouvelle que l'étude ait été interrompue de façon précoce. Là, ça suggère que l'effet était vraiment très clair et on en saura plus lorsque les résultats seront enfin publiés. Les patients qui avaient été choisis pour l'étude avaient au moins un facteur de risque parmi les suivants: obésité, ou bien avoir plus de 60 ans, ou bien être atteint de diabète, ou avoir une maladie cardiaque. Et donc on se doute que ce type de population, c'est-à-dire les populations à risque, qui sont nouvellement atteintes de Covid-19 mais qui ne sont pas encore hospitalisées, ok, ça va être la cible principale pour ce qui est de prescrire ce médicament. Et d'ailleurs, Merck avait réalisé une étude précédente qui avait montré que la molécule n'offrait pas de bénéfices pour les personnes déjà hospitalisées. Alors, pour que ce traitement soit efficace, il faut qu'il soit précoce, il faut qu'il soit administré ou bien dès que la personne est trouvée positive pour une infection récente à Covid-19, ou bien dès que la personne commence à montrer des symptômes. Okay? Et c'est assez logique que le traitement ne fonctionne pas lorsqu'il est administré chez les patients hospitalisés, parce qu'évidemment, lorsqu'il y a hospitalisation, c'est-à-dire lorsqu'il y a des complications sérieuses, on le sait que c'est dû essentiellement à la réponse immunitaire excessive, donc à l'inflammation excessive, et à ce moment-là, souvent le virus a souvent déjà été complètement éliminé par cette réponse immunitaire. Le virus, il n'y en a plus. La pathogénèse, elle est vraiment causée entièrement par le dérèglement de l'immunité. Donc évidemment, donner une molécule qui cible directement le virus à ce moment-là, ben, ça n'a plus aucun intérêt, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, les patients qui ont été inclus dans cette dernière étude de Merck ont reçu donc le traitement pendant 5 jours. Et le seul résultat qu'on connaît, c'est que 7,3% des personnes
traités ont été hospitalisés versus 14,1% dans le groupe des patients qui avaient reçu le placebo. Donc ce sont sur ces simples chiffres sur lesquels on se base pour estimer à 50% le taux de succès du traitement. On peut prédire que si le traitement est administré non pas à partir du moment où il y a des symptômes, mais dès qu'on a un test positif de Covid, le pourcentage de protection sera supérieur à 50%. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, ces informations dans le fond proviennent de communiqués de presse qui ont été transmis par la compagnie. Donc pour le moment, il y a peu de gens qui ont vraiment les résultats détaillés. Il y a évidemment les scientifiques de la compagnie et évidemment les spécialistes de la FDA. Le reste d'entre nous allons devoir attendre que les résultats soient publiés pour avoir vraiment toute l'information. Les essais cliniques qui ont été enregistrés sur le site clinicaltrials.gov et puis, comme je le dis, pour l'instant, il n'y a pas de résultat qui a été annoncé, qui a été détaillé dans le fond pour ces essais cliniques. Donc, nous allons passer à la partie de ce vidéo qui va être un peu plus technique, peut-être pour des personnes qui ont un peu plus de base en biologie. Alors, je vais parler de mécanismes d'action. Donc, le EIDD 2801, qui est le molnupiravir, en réalité, il va être métabolisé après administration en EIDD 1931, qui est donc un analogue de ribonucléoside. Okay, donc vous avez ce groupement ici qui va disparaître dans ce processus. Et EIDD 1931, on en a déjà parlé en réalité dans ce cours, dans cette série de vidéos. On en a parlé il y a exactement 1 an. J'avais annoncé que ce médicament, cette molécule était à l'étude. J'avais parlé du mécanisme d'action. Et donc évidemment, c'est très satisfaisant là, de voir que les choses ont si avancé et qu'on est maintenant proche de la commercialisation. Donc le EIED 1931 va être phosphorylé dans les cellules. Donc il va y avoir 3 événements successifs de phosphorylation qui vont aboutir à l'ajout de ces 3 groupements phosphates, 1, 2 et 3. Et donc on va maintenant avoir du EIED 1931 5'-triphosphate, qui est maintenant lui un analogue de nucléotide. Okay. Et plus précisément, c'est un analogue de la citidine triphosphate. Alors, la façon dont cette molécule fonctionne, comme les autres analogues de nucléosides ou nucléotides, c'est que cette molécule va être acceptée par la polymérase du virus, d'accord? Et donc, elle va être incorporée dans la chaîne d'ARN qui constitue le génome du virus, qui est synthétisée par cette polymérase. Et elle va être incorporée à la place de la citidine naturelle, avec une petite faute d'orthographe ici, vous m'excusez. Et donc, c'est un mécanisme d'analogie de substrat dans lequel il y a compétition entre le substrat naturel, qui serait la citidine triphosphate, et puis le substrat analogue, qui est donc EIED 1931 triphosphate. Okay. Une fois que cet analogue est incorporé dans le génome viral, eh bien, on va avoir un phénomène d'hypermutagénèse de ce génome, parce que EIED 1931, au cycle suivant, dans le fond, de copiage du génome, ne va pas être copié de façon correcte par la polymérase du virus. Et donc, on va avoir des mutations apparaître dans le virus qui vont être délétères pour le virus. C'est-à-dire que le virus va maintenant avoir des gènes de moins en moins fonctionnels, produire des protéines qui ne sont pas fonctionnelles ou qui ne sont pas stables. Alors ici, je vais vous redonner dans le fond les 2 diapositives que je vous avais données là, il y a exactement 1 an. Et qui montrait certains des premiers résultats d'activité dans des contextes cellulaires. Donc ici, on avait
une expérience dans les cellules Vero, qui sont des cellules de singe qui sont très utilisées pour l'étude de virus de cette famille. Et également des cellules Calu3. Les cellules Calu3, ce sont des cellules humaines qui proviennent de poumons humains, okay, et qui représentent bien le type de cellule qui est ciblé par ce virus de la COVID-19. Okay. Donc dans les deux cas, on a mesuré le niveau d'inhibition à des concentrations croissantes de la molécule. NHC ici, c'est l'autre nom qui était donné à l'époque au EIDD 1931. Okay. Et on voyait qu'il y avait une bonne inhibition à des concentrations inférieures à 1 micromolaire. Ce qu'on regarde dans ces expériences ici, c'est la quantité de virus infectieux produits par des cellules qui sont traitées et qui sont ensuite infectées après avoir été traitées. Okay. Et ici, on a réalisé le même type d'expérience, cette fois-ci dans des cellules qu'on appelle des cellules primaires, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas des lignées cellulaires adaptées en laboratoire, qui sont des vraies cellules directement prélevées chez des patients, d'accord, et qu'on teste en infection avec ce virus. Alors évidemment, travailler avec des cellules primaires, c'est beaucoup plus difficile que de travailler avec des lignées cellulaires, parce qu'elles sont des cellules qui meurent plus facilement, qui se divisent moins, ou parfois pas du tout. Alors c'est pour ça que souvent on commence à faire des expériences sur des lignées, puis on passe ensuite sur des cellules primaires quand on en a la possibilité. Pour la petite histoire, ces cellules primaires ici, elles ne viennent pas de patients COVID-19, elles viennent de patients souffrant d'une autre maladie qui est la fibrose kystique. Et donc il y a eu nécessité d'opérations en lien avec cette fibrose kystique. Puis ces opérations ont permis aux chercheurs COVID-19 de récupérer des cellules qui ont donc été données par ces patients. Okay. Et dans cette même étude qui avait été publiée l'an passé, eh bien, les chercheurs regardaient justement le niveau de mutation qui était induit par le molnupiravir, c'est-à-dire EIDD 1931, plus précisément dans ces expériences. Donc ici, on regarde simplement le niveau d'inhibition qui est conféré par EID 1931 et en contrôle le remdesivir, qui était ici dans le fond un contrôle positif. Et puis on voit que dans les deux cas, il y avait une diminution de la production de virus comparé aux cellules qui étaient non traitées. Donc si vous regardez à 24 heures ici, ici on a des titres viraux de 10 puissance 5 qui sont produits, alors qu'avec 10 micromolaires de remdesivir, ça descend à 10 puissance 3, puis 10 micromolaires de EID 1931. Donc ça descend également autour de 10 puissance 3. Donc le traitement est vraiment efficace. Mais la grosse différence entre le remdesivir et puis le EIDD 1931, c'est au niveau de la présence de nombreuses mutations dans le génome viral qui découle de EIDD 1931. Donc ça veut dire qu'il y a un effet additionnel à la diminution de la production de virus. Puis cet effet additionnel, il va juste s'accroître au cours du temps. Vous comprenez que même s'il y a des virus qui sont produits, qui sont encore un petit peu infectieux malgré les mutations qu'ils ont eues, au cycle suivant de réplication, ils vont accumuler encore plus de mutations parce que le molnupiravir sera encore présent. Et donc on s'attend à avoir quelque chose de très efficace. D'une façon plus précise, sur le taux d'erreur, c'est-à-dire le taux de mutation qui est induit par
EIDD 1931, il est de environ une erreur pour 10 000 nucléotides, 10 000 bases, à chaque cycle, à chaque fois qu'un génome est copié. Donc, on parle donc excusez. Non, c'est pas. Je m'excuse, c'est pas exactement une erreur pour 10 000 bases. On a en fait 0,1 erreur pour 10 000 bases. Okay, donc c'est 10 fois moins que ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Donc clairement, comme je l'ai déjà beaucoup dit, eh bien, ça va aboutir à un virus qui va être de moins en moins infectieux au fil du temps. Suite à ces expériences dans des contextes cellulaires, l'efficacité a également été estimée chez des animaux, et plus précisément ça a été des primates infectés par Covid-19, donc ça je ne vais pas le montrer, mais les résultats ont été positifs. La molécule fonctionnait bien en tant qu'antivirale, la biodisponibilité était bonne, c'est-à-dire que lorsque c'était administré oralement, eh bien, la molécule se retrouvait dans le sang et les tissus tel qu'on le souhaite, et puis il n'y avait pas d'effets secondaires, de gros effets secondaires notables chez ces singes. Et évidemment, c'est sur la base de ces résultats chez les animaux qu'on est passé aux essais cliniques chez l'humain. Alors espérons que nous allons avoir accès bientôt à ces essais cliniques, et surtout que le médicament va pouvoir être disponible bientôt lui aussi, et on peut penser que ça va vraiment aider dans des situations où une personne à risque et non vaccinée est infectée, ou bien même une personne à risque vaccinée mais dont l'effet protecteur du vaccin a diminué, se retrouve infecté. C'est vraiment un outil qui est très très bienvenu dans l'arsenal dont on dispose pour combattre la Covid-19. Merci de votre écoute.